Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux de la Haute Assemblée pendant cette crise sanitaire du coronavirus. Une crise du coronavirus qui est d'ampleur internationale et justement les sénateurs ont auditionné le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Je vous laisse écouter cette audition. Nous sommes ravis à double titre, d'une part pour les quelques heureux qui m'entourent de nous retrouver ici dans notre salle de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et donc chacun de vos groupes est représenté par quelques collègues qui étaient ici pour les questions au gouvernement notamment. Et puis, Monsieur le Ministre, on est heureux de vous retrouver ici parce qu'on a l'impression que la vie reprend et quel que soit l'intérêt de la visioconférence, c'est quand même plus agréable de voir des visages. Mais je salue bien évidemment nos collègues qui sont par visioconférence reliés à cette salle qui n'a pas bougé et qui vous attend tous bien évidemment. Monsieur le Ministre, merci d'avoir accepté cette réunion selon les nouvelles formules. On peut dire au temps où nous sommes qu'avant la crise du Covid, la situation du monde était déjà alarmante. Le recul du multilatéralisme, le jeu exacerbé des puissances avec une tentation croissante d'un certain nombre de pays de recourir à la force ou au fait accompli, la remise en cause du modèle des démocraties libérales, l'émergence d'une menace climatique globale. Nous nous souvenons tout cela un peu comme de l'ancien temps. Malheureusement, en l'occurrence, les choses n'ont pas franchement changé et nous pouvons même dire que la très grave crise que nous vivons actuellement a plutôt empiré les choses sur à peu près tous les plans. Certaines lignes de force s'accentuent, d'autres apparaissent soudainement. Ce sont en fait ces bouleversements que l'on voudrait analyser avec vous. Aggravation des crises, c'est évidemment bien sûr la situation au Sahel qui nous inquiète, car même si l'actualité et les médias ont focalisé sur la crise du Covid, il s'est passé beaucoup d'événements très tristes, des attentats, et notamment dernièrement avec des pertes parmi nos amis des forces armées africaines. Le choc épidémique, évidemment, que nous redoutions en Afrique ne s'est pas produit pour l'instant, mais sur le plan sécuritaire et sur le plan économique, le continent n'est pas épargné. Partout, le terrorisme se durcit. Alors vous nous direz, Monsieur le Ministre, si la dynamique du sommet de Pau, qui avait été comme un espoir, si cette dynamique va résister à la crise du Covid et quelle est votre analyse de la situation au Sahel. On pense aussi bien sûr au Levant, entre une menace terroriste qui se reconstitue, la poursuite par le régime de Damas et ses soutiens d'un travail de reconquête sur l'ensemble du territoire. Et aussi, bien sûr, on ne peut pas oublier les graves inquiétudes sur le conflit israélo-palestinien que nous avions évoqué du reste longuement ici avec vous le 3 mars dernier, avec une perspective d'annexion de la Cisjordanie dont vous avez déclaré qu'elle ne pourrait nous laisser sans réaction et sans réponse. Et vous nous direz quelle est la réponse du gouvernement et la réponse de la France. Voilà, vous n'êtes pas venu pour rien. Et donc, dans le même temps, là aussi, une tension très nette ces heures et ces jours derniers en Libye, avec une intervention maintenant de l'aviation russe. Est-ce qu'on va de plus en plus vers un scénario à la syrienne en Libye? Vous nous donnerez vos analyses. Et puis, face à la montée de ces périls et au choc de la crise, on peut dire que l'Europe a fait quand même, malgré quelques points positifs, mais elle a fait plutôt la démonstration de son impuissance, de ses divisions, au moins dans les premiers temps. La France œuvre actuellement à structurer désormais une réponse plus forte et mieux coordonnée de l'Union. Vous allez nous dire où nous en sommes, quels sont les points de blocage, quelles sont les perspectives pour surmonter ces points de blocage. Quand et comment les frontières vont-elles rouvrir? On voit ici ou là encore dans le désordre un certain nombre de pays qui annoncent des ouvertures de frontières, mais l'Europe aurait tout intérêt à travailler ensemble. Nous sommes évidemment assez pessimistes quant aux chances de succès des négociations entre Michel Barnier et le Royaume-Uni. Il sera prochainement ici au mois de juin pour nous faire part
de l'avancement de ces négociations, pour autant qu'elles avancent. L'affaire de la quarantaine est désolante. Et quel est votre pronostic pour le prochain round de négociations? Enfin, dans un tableau général assez sombre, on assiste là aussi, à travers des déclarations assez tonitruantes, à la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Cette confrontation continue de prendre de l'ampleur. On parle même maintenant de nouvelle guerre froide. Est-ce que c'est exagéré? Quelles sont les limites et jusqu'où peut-on aller dans cette tension? Et surtout, une fois de plus, quel rôle la France et quel rôle l'Europe peuvent-ils jouer dans un monde qui pourrait finalement redevenir bipolaire? Voilà quelques questions, quelques inquiétudes que nous avons et que nous partageons avec vous, mais vous nous direz un peu où vous en êtes et quels sont les éléments d'analyse que vous nous proposez. Je rappelle que cette audition est diffusée actuellement en direct sur le site du Sénat, selon une procédure que vous connaissez bien. Je vais vous donner la parole dans quelques instants, Monsieur le Ministre. Puis après, nous donnerons la parole aux groupes politiques avec des représentants de chacun de ces groupes, soit par visio, soit qu'ils soient présents ici, avec une légère modification par rapport au fonctionnement de ces représentants de groupes issus des décisions de notre bureau. Et puis vous aurez l'occasion de répondre. Et puis si le temps nous le permet et vous le permet, les sénateurs autres que les représentants des groupes compléteront par des questions, sachant que notre collègue Cigolotti peut-être sera conduit à assurer la fin de la séance, puisque malheureusement j'ai un engagement impératif, l'élection d'un maire auquel je dois absolument assister tout à l'heure. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénatrices, sénateurs, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième rencontre pendant la crise de la pandémie. La première était totalement virtuelle. Là, nous sommes en semi-déconfinement ou semi-confinement, comme vous le souhaitez. Mais enfin, c'est toujours tout à fait agréable de venir vous rencontrer. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, l'aggravation des crises. Je dois dire qu'on pourrait résumer la situation en disant que pendant la pandémie, les crises continuent. Et non seulement elles continuent, mais d'une certaine manière, elles s'aggravent, puisque les rivalités de puissance et les stratégies de puissance non seulement se maintiennent, mais se continuent par d'autres moyens. C'est ça qui est tout à fait nouveau. Et ça nous fait réfléchir au monde d'après. J'avais eu l'occasion de dire qu'il faudrait éviter que le monde d'après soit autre chose que le monde d'avant en pire. Je ne suis pas sûr que ça sera le cas. En tout cas, il faut, pour éviter cela, en particulier dans la confrontation majeure qui s'est fait jour au cours des dernières semaines entre les États-Unis et la Chine, faire en sorte que l'Union européenne prenne sa place et ne soit pas l'observatrice, la prise en otage entre cette nouvelle confrontation mondiale que les deux grandes puissances veulent essayer de mettre en œuvre et puisse affirmer à la fois sa capacité d'initiative et sa souveraineté. Et c'est la conviction profonde que j'ai. Et je voudrais commencer par quelques observations sur l'Union européenne. Je ne partage pas totalement, une fois n'est pas coutume, Monsieur le Président, votre pessimisme sur la manière dont l'Union européenne a géré la crise, même si la fin de votre propos était plus optimiste. Il y a eu, vis-à-vis de la crise, certainement du retard à l'allumage dans la machinerie européenne. Et je crois que ce retard est dû à trois paramètres. Le premier, c'est que les questions sanitaires, les enjeux de santé, n'ont jamais été dans les compétences, au cœur des compétences de l'Union européenne, même s'il y a un organisme qui est basé à Stockholm qui a un peu ce rôle. Et donc, il n'y a pas eu une mobilisation immédiate sur ces enjeux de la part de l'Union européenne. Ensuite, parce que la pandémie était une crise que personne ne pouvait anticiper dans son ampleur. Et c'est un peu plus tard que la dimension dramatique a pu être perçue. Et enfin, parce que la pandémie s'est développée en Europe de manière progressive, touchant d'abord certains pays plus que d'autres et épargnant
certains pays et pas d'autres, pour des raisons que sans doute les scientifiques pourront nous expliquer un jour, quand on analysera l'évolution de la pandémie sur l'espace européen. En tout cas, si dans un premier temps, les rendez-vous n'ont pas été parfaits, je dois dire que depuis la fin du mois de mars, on peut considérer que les institutions européennes sont au rendez-vous. En tout cas, je considère pour ma part que les institutions européennes sont au rendez-vous. L'Union européenne a été au rendez-vous d'abord immédiatement pour gérer la crise, avec une aide budgétaire d'urgence de 3 milliards d'euros, avec notamment pour le sanitaire, avec la mobilisation immédiate des fonds structurels redirigés vers des dépenses d'urgence, avec des achats groupés de matériel de protection, avec 1 milliard d'euros d'investissement dans la recherche, avec la mobilisation immédiate de 750 milliards d'euros de rachat de dette par la BCE. Cela a été fait dans l'immédiateté, comme dans l'immédiateté on a pu assister à l'assouplissement des règles relatives aux aides d'État et aux règles relatives au pacte de stabilité et de croissance, les sacro-saints 3%. Donc dans un premier temps, il y a eu pour gérer la crise une série d'initiatives assez fortes, un peu inespérées d'ailleurs, hein, dans leur ampleur et dans leur rapidité. Et ensuite, il y a eu des mesures, un deuxième temps de mesures qui ont été prises pour gérer les conséquences de la crise, en mobilisant 540 milliards d'euros, à la fois sous forme de prêts, hein, à la fois pour les entreprises, avec le fonds de garantie de la Banque européenne d'investissement, 200 milliards d'euros, avec aussi pour les États des lignes de crédit dans le cadre du mécanisme européen de stabilité sans conditionnalité, ce qui n'est peut-être pas du tout le cas des crises antérieures, et puis avec aussi le dispositif qui s'appelle SURE, qui mobilise 100 milliards d'euros pour aider à la mise en œuvre du chômage partiel pour les salariés européens. C'était la deuxième étape. Et maintenant, on est à la troisième étape qui doit amener l'Europe à réagir pour préparer l'avenir et relancer l'économie. C'est dans ce cadre-là que le président de la République et la chancelière ont présenté le 18 mai dernier une initiative franco-allemande pour une réponse européenne. Cette initiative repose sur 4 piliers. On a surtout insisté sur le fonds de relance, je vais y revenir, mais parfois on a tendance à oublier les autres piliers qui ont été au cœur de cette communication et de cette volonté. D'abord, l'affirmation de la souveraineté européenne sur le terrain de la santé, la prise en compte de cet enjeu, la prise en compte de la souveraineté dans le domaine de la santé, avec notamment la volonté d'avoir des stocks stratégiques communs de masques, de tests, d'avoir des capacités d'achat et des capacités de production communes, des capacités de coordination pour la recherche, pour les traitements et les vaccins, des plans de prévention des épidémies, des méthodes communes pour identifier les cas. Tout ça, c'est le premier paquet donc, qui a un peu passé sous silence dans les initiatives qui ont été proposées. Il y avait le deuxième paquet dont on a beaucoup parlé, qui est la création d'un fonds de relance pour mettre en œuvre la solidarité européenne dans la réponse à la crise, et les fameux 500 milliards d'euros financés par de la dette levée sur les marchés financiers par la Commission européenne, qui devrait permettre de financer, via le budget européen, des dépenses budgétaires. Et la proposition franco-allemande à cet égard était concentrée sur les premières années du futur cadre financier pluriannuel 2021-2027. Ainsi, la Commission pourrait emprunter sur les marchés financiers au nom de l'Europe, ce qui est une première, et c'est un pas que chacun a pu constater, très significatif de l'initiative franco-allemande. J'observe, c'est un petit peu tôt pour en faire le commentaire, puisque ce n'est qu'en ce moment même que Mme von der Leyen fait sa conférence de presse sur les comptes rendus de la réunion de la Commission qui s'est tenue ce matin sur la proposition de la Commission pour la nouvelle donne du cadre financier pluriannuel. Mais j'observe simplement, d'après les informations que je peux avoir, même si je ne peux pas répondre à des questions sur l'ensemble du dispositif, puisqu'il est en train de sortir, mais j'observe simplement que la proposition des 500 millions d'euros est prise en compte comme elle avait été annoncée, les 550 milliards d'euros, pardon, comme elle avait été annoncée initialement dans un paquet de plans de relance qui tourne autour de 750 milliards d'euros. Alors tout ça nécessitera une discussion.
y compris les nouvelles orientations du cadre financier pluriannuel, mais je ne peux qu'observer qu'il y a eu là une initiative forte qui se traduit par des engagements de la Commission qui seront soumis à la discussion des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra dans la deuxième partie du mois de juin, le 18 ou le 19 juin normalement. Il y avait ce deuxième paquet, il y avait un troisième paquet qui insistait sur l'accélération de la transition écologique et de la transition numérique, et donc qui manifestait la volonté de ne pas remettre en cause les priorités que l'Europe s'était données pour permettre d'investir massivement dans ces domaines qui permettra à l'Europe de faire la différence dans les années qui viennent par rapport à d'autres espaces économiques au niveau mondial. Et puis, quatrièmement, il a été affirmé par la chancelière et le président de la République la nécessité du renforcement de la souveraineté économique et industrielle de l'Europe, avec la nécessité de déterminer quels sont les biens qui ont pour nous une importance stratégique, d'identifier nos vulnérabilités, de montrer les secteurs où il faut affirmer notre propre souveraineté. Je pense en particulier au domaine sanitaire, alimentaire, mais aussi numérique, et de faire en sorte que désormais les règles de la concurrence, les priorités d'investissement permettent à l'Europe d'affirmer cette nouvelle configuration de nos chaînes de valeur. Ce n'est pas secondaire que de voir les deux chefs d'État de gouvernement des pays les plus importants de l'Union européenne d'affirmer ces orientations. Donc il y a eu ça. Alors maintenant, j'ai dit ici, dans une réunion précédente, je crois qu'on pouvait imaginer que la crise pouvait être une forme d'accélérateur de refondation pour l'Europe. Il y a des briques qui se mettent en place qui peuvent, je l'espère, permettre cette nouvelle donne. Je voudrais revenir aussi, puisque vous m'y avez convié, c'est un sujet à la fois européen, français et international, sur la question des frontières. Essayer de dire les choses clairement, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet ou sur ces sujets. Il y a d'abord une clarification simple que vous connaissez, mais que je veux redire, puisque nous sommes en public, c'est le fait que, jusqu'à nouvel ordre, l'espace européen et les frontières de l'espace européen sont fermées pour le reste du monde. Cela est valable jusqu'au 15 juin, il est vraisemblable que cela se prolongera. Ce qui veut dire que les Français qui sont à l'extérieur de l'espace européen, quand je dis l'espace européen, pour l'instant, avec les nuances qu'il faudra sans doute que j'apporte dans la discussion, c'est à la fois l'espace Schengen, les pays de l'UE qui ne sont pas dans Schengen, plus le Royaume-Uni. C'était cela. Là, les frontières extérieures sont fermées. Ce qui veut dire, ça peut surprendre, qu'à partir du moment où désormais nous sommes, nous, en phase, nous, la France, et pour les pays concernés, ils ont aussi des règles qui concernent leur niveau de déconfinement. Puisque nous sommes en déconfinement désormais, nous demandons à nos propres ressortissants qui reviennent en France, ils ont toujours la liberté de le faire, de s'imposer eux-mêmes une quatorzaine pour assurer la protection de leurs proches et pour faire en sorte qu'ils assurent aussi leur propre protection et la protection de l'environnement. Il y a des mécanismes qui sont explicités dans les avions et les aéroports pour permettre cela. C'est parce qu'il y a le déconfinement. Vous pouvez s'interroger pourquoi pas avant, parce qu'avant c'était le confinement. Et donc quand vous reveniez, même si les frontières étaient fermées, vous rentriez, vous confinez. Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et donc c'est pourquoi il y a cette mesure qui a été prise. Sur les frontières, donc ce processus va durer, vraisemblablement au-delà du 15 juin, même si c'est une décision collective qu'il faudra mettre en œuvre. Et donc du coup, ce dispositif de quatorzaine se poursuivra. Il est même possible qu'il soit plus rigoureux si d'aventure, d'ici le 15 juin, les pays de l'Union européenne identifient les pays à l'égard desquels nous devrions apporter une vigilance particulière pour ceux qui reviendraient de ces pays-là au cours de la période suivante, puisque progressivement l'évolution est plutôt positive en Europe, et donc il nous faudra nous protéger d'autres arrivées d'autres pays, et donc imposer peut-être une quatorzaine plus stricte à ce moment-là. J'espère que je me fais bien comprendre, mais tout ça c'est du bon sens. Hein. Sur la partie intérieure
de l'Union européenne. Là, il y a eu un traitement spécifique des différents pays en raison de l'évolution de la pandémie, de l'agenda de la pandémie, si je peux m'exprimer ainsi, pour traiter cette question en fonction de l'évolution du virus et de la gravité. Certains pays ont subi la pandémie plus tôt, je pense à l'Italie, et donc le déconfinement est plus précoce, et donc les mesures aux frontières, parce que pour l'instant les frontières n'étaient pas fermées, mais il y avait des contrôles spécifiques avec des dérogations qui étaient apportées, que nous avons nous-mêmes apportées pour un certain nombre de nos compatriotes, eh bien cela aboutit à ce qu'ils prennent des dispositions avant d'autres. Et puis certains ont été très peu touchés par la pandémie. Donc on ne pouvait pas imaginer des règles générales pour tout le monde, puisque la coordination ne signifie pas l'uniformité, puisque le mal était traité différemment et son évolution était différente selon les pays. Donc nous sommes dans une logique qui va aboutir, je l'espère, à des assouplissements progressifs jusqu'au 15 juin, assouplissements qui ne pourront être mis en œuvre que lorsqu'on aura les éléments de constat sanitaire et les éléments des scientifiques nous permettant de le faire. Et à cet égard, les décisions qui seront prises à la fin de semaine pour la phase qui va s'ouvrir à partir du 2 juin seront tout à fait déterminantes, à la fois sur les limites des 100 km, à la fois sur la dynamique touristique, mais aussi sur le niveau de progression de l'assouplissement pour les frontières. Puis, à partir du 15 juin, on sera en mesure de juger les effets de la nouvelle phase de déconfinement qui va s'ouvrir le 2, puisque vous connaissez les 10 jours d'incubation et d'attente nécessaires pour observer les évolutions. Et alors, on pourra, je l'espère, être dans une situation beaucoup plus sereine nous concernant. Cette posture-là, elle vaut pour la France. Nous n'avons pas fermé les frontières. Nous sommes dans des situations de contrôle assouplies progressivement. Si un État riverain prend des mesures différentes, eh bien, nous considérons qu'il faut faire la réciprocité. Et c'est la raison pour laquelle, pour répondre à votre interrogation, Monsieur le Président, à partir du moment où le Royaume-Uni a décidé de changer de posture, nous faisons la réciprocité. C'était aussi le cas pour l'Espagne. Mais notre principe de base est celui-là. J'espère avoir été assez clair parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion sur ces sujets. Et j'espère que cette progressivité, qui est faite à la fois de volonté d'ouverture mais en même temps de grande prudence, pour éviter, parce que ce que chacun redoute, une deuxième vague potentielle, pour que tout cela puisse se dérouler normalement et que nos compatriotes puissent passer un été plus agréable que la période de confinement. Je voudrais aussi insister sur un autre point concernant la lutte contre le virus, mais aussi l'action mondiale concernant les questions de santé. Parce que, à cet égard, il y a eu deux initiatives qui, dans le débat général, sont passées peut-être un peu inaperçues et sur lesquelles je voudrais revenir. Il y a d'abord une initiative que nous avons prise qui s'appelle l'initiative ACTA, prise par le Président de la République avec la coordination de l'Union européenne le 24 avril dernier, en relation aussi avec le directeur général de l'OMS, qui était de mobiliser des financements pour lutter contre le coronavirus, mais surtout pour appuyer la généralisation des diagnostics, l'action de recherche sur les traitements et l'action de recherche sur les vaccins contre le Covid-19. Cette initiative majeure qui a rassemblé tous ceux qui peuvent contribuer à cette tâche essentielle, c'est-à-dire à la fois l'OMS, mais aussi les organisations financières internationales, les acteurs privés, les fonds multimondiaux comme le Fonds mondial contre le sida, l'Alliance Gavi, l'industrie pharmaceutique, des fondations, bref, beaucoup d'acteurs qui ont permis de mobiliser 7,3 milliards d'euros grâce à une conférence des bailleurs qui s'est tenue au début du mois de mai, la France y contribuant pour sa part à hauteur de 510 millions d'euros. Ces diagnostics, ces traitements, ce vaccin, nous nous battons pas seulement pour qu'ils voient le jour, mais aussi pour qu'ils deviennent des biens publics mondiaux, c'est-à-dire des biens accessibles à tous, sans exception,
et des biens que personne ne puisse prétendre s'arroger. Et c'est un point essentiel. Nous avons besoin d'un autre modèle économique et juridique que celui de la concurrence et de la compétition sur ces sujets-là. Il faut mettre en œuvre un modèle de collaboration précis avec des règles du jeu que chacun devra respecter, y compris les acteurs privés. Et c'est le sens d'ACTA, avec ses 4 priorités. L'accès universel à un prix raisonnable des vaccins, du vaccin quand il arrivera, des traitements quand ils arriveront, des diagnostics. La production en quantité suffisante pour ne laisser personne de côté lorsque les vaccins seront mis à disposition. L'allocation des stocks, non pas en fonction du marché, mais en fonction des besoins. L'utilisation optimale des ressources privées et publiques dans une logique de transparence. La mutualisation des brevets et le partage des savoirs et des savoir-faire. Et ça, c'est une avancée considérable. Il importera maintenant de faire en sorte que nous puissions, par une forme de charte, aboutir à ce que cet ensemble-là soit vraiment concrétisé. Et c'est sur cette base-là que nous avons agi au sein de l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé a tenu son assemblée plénière mondiale la semaine dernière, en virtuel, avec quelques complications, mais enfin elle s'est tenue, et parce que nous pensons, nous étions présents, très actifs sur cette Assemblée mondiale de la santé, parce que nous considérons que nous devons faire bloc autour de l'OMS. L'OMS a sans doute des manques, mais aujourd'hui, c'est la seule organisation de santé publique universelle dont nous disposons pour faire face à la pandémie, et donc il faut considérer que c'est l'outil à partir duquel nous devons travailler pour assurer une action mondiale dans le domaine de la santé, en particulier contre les pandémies, et singulièrement le Covid-19. Et nous avons engagé des propositions pour faire en sorte que l'OMS puisse se transformer, parce qu'il importe qu'elle puisse se transformer dans l'avenir. L'Assemblée générale se poursuivra jusqu'à la fin de cette année, et on l'espère en présentiel à la fin de l'année. Nous avons, pour notre part, 4 priorités que nous voulons voir mettre en œuvre par l'OMS. D'abord, faire en sorte que l'OMS ait un rôle normatif plus ferme. Aujourd'hui, comme vous le savez, il existe un règlement sanitaire international dont l'OMS est le garant. Il y a des mécanismes de vérification, mais il n'y a pas aujourd'hui de moyens d'imposer un certain nombre d'éléments aux membres de l'OMS pour que le règlement sanitaire international puisse se mettre en œuvre. Il n'y a pas vraiment une garantie d'application réelle sur le terrain par les États, donc il faut renforcer ce rôle normatif. Il faut renforcer son rôle d'alerte, ce qui suppose de donner à l'OMS les moyens de vérifier de façon indépendante les informations sanitaires transmises par les États. Et dans cet état d'esprit, nous avons proposé la création d'un haut conseil mondial sur la santé humaine et animale qui serait chargé d'alerter les gouvernements et d'informer les sociétés, un peu comme le fait le GIEC pour le climat. Le GIEC ne prend pas les mesures, mais le GIEC alerte parce qu'il est respecté, étant constitué d'un certain nombre de grands experts scientifiques mondiaux qui disent ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent, qui appuient leur raisonnement sur des données scientifiques. Il faut qu'il y ait la même chose au niveau de la santé, articulé sur l'OMS, mais avec l'indépendance nécessaire pour que ce Haut Conseil puisse affirmer les réalités. Et nous pensons utile de le mettre en articulation avec la santé animale. Je ne fais pas de rétrospective sur le sujet, mais je pense que c'est tout à fait utile de mettre les deux ensemble pour que ce soit un outil d'alerte. La France, par notre intermédiaire, a proposé cette initiative. Et enfin, il nous faut aussi renforcer les moyens financiers de l'OMS pour que l'OMS puisse être indépendante dans son fonctionnement. Et la France a décidé d'apporter une contribution supplémentaire d'au moins 50 millions d'euros. C'est important à un moment où, en particulier, les États-Unis ont décidé de renoncer à leur contribution complémentaire aujourd'hui à l'OMS. L'OMS vise sur essentiellement, on appelle ça les contributions complémentaires, quand je me souviens, volontaires. Les contributions volontaires de l'OMS visent sur un ratio de financement qui est le ratio de financement des Nations Unies, mais qui est une base extrêmement faible, et le reste de son action peut se développer par des contributions volontaires. C'est ce qui fait la substance de l'OMS, mais ce qui peut faire aussi ses risques, et quand tel ou tel pays décide de s'en retirer. Nous avons aussi souhaité, je parle de l'OMS parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les réunions
commission des affaires étrangères. Jusqu'à présent, on n'en parlait pas beaucoup. On voit bien que c'est un enjeu majeur maintenant. Nous avons souhaité aussi qu'on puisse renforcer le rôle de la formation avec la création à Lyon d'une académie de la santé de l'OMS. Ça avait été annoncé au moment du sommet du Fonds mondial pour le sida à Lyon il y a relativement peu de temps, c'était à l'automne dernier, et cette nécessité est encore plus importante maintenant qu'hier. À ces efforts-là, il y a eu, je crois, un relatif consensus qui s'est manifesté au cours de l'Assemblée générale, avec aussi la volonté commune de mettre en œuvre une évaluation indépendante, les mots sont importants, globale et impartiale de la pandémie depuis son début jusqu'à la fin de la pandémie, qui sera initiée après la demande de l'Assemblée générale de mettre en œuvre cette évaluation. Il n'y a pas eu de blocage, alors que nous étions dans une situation très conflictuelle, y compris la délégation chinoise a donné son accord sur cette option et les États-Unis ne s'y sont pas opposés. Donc je considère que là, c'est une initiative de la France, une initiative partagée par les Européens et qui aboutit à ce résultat qui est une avancée significative. Là aussi, comme pour ACTA, maintenant c'est comment on pèse pour que ces grands engagements puissent être concrétisés, mais je n'ai pas de raison de penser aujourd'hui que cela ne pourra pas se mettre en œuvre. Je voudrais dire quelques mots sur l'Afrique en complément de ce que je viens de dire et toujours autour de la dimension internationale de la pandémie. Vous avez souligné, Monsieur le Président, c'est ce que nous constatons aussi, que finalement la pandémie semble aujourd'hui épargner plus l'Afrique pour des raisons là aussi qu'on a du mal à parfois identifier. Certes, on peut imaginer qu'il y a une détection moins importante qu'ailleurs, mais ça n'explique pas le faible taux de pénétration, heureusement, même s'il y a des signes dans certains pays. Je pense au Cameroun, je pense à l'Égypte, je pense à l'Afrique du Sud, où ça devient un petit peu inquiétant, mais néanmoins, globalement, la menace, le cataclysme que l'on imaginait, je l'avais même dit ici dans une réunion précédente, n'est pas au rendez-vous pour l'instant, et tant mieux pour une fois. Ceci étant, la difficulté pour l'Afrique, c'est d'anticiper les risques et aussi d'anticiper les conséquences humanitaires de la crise pandémique, en raison en particulier de l'absence de connexion de transport, de logistique, qui est liée à la fermeture des lignes aériennes, au blocage des transports et aux fermetures des frontières. Et donc, à cet égard, nous avons pris une initiative au mois d'avril avec 18 dirigeants européens et africains pour une mobilisation mondiale pour aider l'Afrique à affronter la crise dans toutes ses dimensions, avec 4 enjeux. J'y reviendrai éventuellement. Le soutien aux systèmes de santé nationaux. La France va renforcer son aide bilatérale à cet égard sur les systèmes de santé nationaux avec une mobilisation à hauteur de 1,2 milliard pour la France. L'appui à l'activité économique avec des initiatives importantes et ambitieuses qui ont été prises. Je pense au moratoire sur les dettes. C'est 20 milliards. Sous réserve qu'ils soient affectés et qui permettent aux États africains, ça c'est fait, qui permettent aux États africains de se mobiliser davantage pour assurer leur sécurité sanitaire. Il reste que nous souhaitons aller au-delà et faire en sorte qu'il puisse y avoir une annulation des dettes pour certains pays et qu'il puisse y avoir une mobilisation de droits de tirage spéciaux pour d'autres afin de permettre aux pays africains de passer cette période difficile. Troisième aspect de l'engagement qui a été pris par cette initiative du mois d'avril, une réponse humanitaire significative. Et là, nous avons pris nous-mêmes l'initiative de créer un pont humanitaire aérien européen avec l'Afrique pour acheminer des fournitures, des matériels et du personnel dans les pays les plus en difficulté, en relation étroite avec le commissaire Lenarčič. Un premier vol a eu lieu le 8 mai au départ de Lyon avec notre soutien et notre préparation à destination de la République centrafricaine. Un deuxième vol a eu lieu depuis et il est prévu 30 vols pour permettre l'aide
deux pays européens au pluriel pour aider l'Afrique à passer cette étape difficile. Moi-même, je vais me rendre en République démocratique du Congo dans quelques jours, parce que maintenant que les dispositions me permettent de le faire, avec mon homologue belge pour apporter cette aide humanitaire à ces pays. La secrétaire d'État, Amélie de Montchalin, va se rendre dans le même dispositif au Burkina Faso. Bref, il y a là une initiative considérable, y compris dans le narratif, à l'égard des pays africains. Nous sommes là. Les Européens sont là, la France est là, et dans cette période difficile, on apporte notre soutien de manière très, très significative. Et les premiers résultats que nous avons pu constater, en particulier là, immédiatement en République centrafricaine, ont été très positifs. Enfin, le quatrième point, le soutien à l'expertise scientifique africaine, notamment grâce à la mobilisation de nos agences de recherche et grâce au réseau de nos 10 instituts Pasteur en Afrique. Cette initiative-là, elle est à la fois une initiative de solidarité, liée à notre histoire en particulier, mais c'est aussi notre propre intérêt sanitaire. Parce que si d'aventure la pandémie était enrayée en Europe et qu'elle se développait en Afrique, alors finalement nos propres intérêts auront été contrebalancés. Donc il faut lier solidarité et intérêt collectif et intérêt mondial dans cette affaire. Voilà les points que je voulais souligner parce qu'on n'en parle pas souvent et je pense que c'est une bonne opportunité d'évoquer la dimension sanitaire internationale qui est mise à l'ordre du jour par l'évolution de la pandémie. Alors, Monsieur le Président, vous avez évoqué plusieurs situations de crise. Je ne vais pas, et j'ai dit tout à l'heure en commençant que pendant la pandémie, les crises continuaient. Je ne vais pas toutes les évoquer, mais en réservant ça peut-être plutôt aux questions, mais quand même quelques-unes qui sont un peu au cœur de l'actualité malgré tout aujourd'hui. Vous avez évoqué le Sahel. Je suis moins pessimiste que vous sur la situation, je suis moins pessimiste que je ne l'ai été moi-même dans le passé. Parce que nous avons pu, en visioconférence, tenir une réunion avec les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des 5 pays du Sahel il y a quelques jours. Et j'ai constaté, d'abord, la reprise des comités de suivi de l'accord de paix au Mali après 5 mois de suspension. J'ai constaté le redéploiement progressif des forces armées maliennes dans les régions du Nord, y compris à Kidal, ce qui ne s'était jamais passé. Alors on ne le sait pas parce que tout ça passe derrière le coronavirus, mais le premier bataillon de l'armée malienne officielle s'est installé à Kidal. Et ce n'était pas le cas depuis 2013. Je constate aussi que les élections législatives se sont tenues au Mali, sans trop de contestation, et que malgré un contexte sécuritaire et sanitaire difficile, je constate aussi qu'il y a une coordination efficace entre Barkhane, la force conjointe du G5 et les armées nationales dans le cadre de 2 opérations qui ont été menées singulièrement dans la zone des 3 frontières, et que dans la zone des 3 frontières, qui est la zone privilégiée de l'action du G5 et de la force conjointe du G5, le rapport de force a changé, ce qui montre qu'il y a eu des victoires sur les groupes terroristes de la part des forces du G5. Et donc on voit bien que le défi est toujours là, mais il y a une dynamique qui est utile et qui permet, je pense, une bonne efficacité. Et puis en complément de cela, la coalition pour le Sahel, dont le principe avait été décidé à Pau au mois de janvier, se met en œuvre, puisque nous avons lancé cette coalition lors d'une réunion en visioconférence avec le président mauritanien, M. Raswani, et le président du Conseil européen, Charles Michel. Et nous allons maintenant aboutir à une réunion ministérielle de la coalition Sahel avec Josep Borrell, le haut commissaire, le haut représentant, et mon collègue mauritanien dans quelques jours. Et donc la montée en puissance de cette coalition est fondamentale parce qu'elle amplifie et coordonne bien les efforts en cours. Donc j'ai été plus pessimiste, voilà, pour résumer les choses. Il y aura des rendez-vous.
à venir, en particulier un rendez-vous à Nouakchott au début du mois de juillet, je crois. Ouais, c'est ça, début du mois de juillet. J'espère qu'on pourra le faire en présentiel. Et pour faire un point général, même si c'est toujours fragile, même si on constate aussi des rivalités maintenant entre les groupes terroristes, entre RMIM et EIGS, et singulièrement à la proximité de la zone des trois frontières. Constate aussi des instrumentalisations ethniques à l'intérieur même de la confrontation entre les groupes terroristes, l'un étant lié à Al-Qaïda, l'autre étant lié à l'État islamique, mais ces divisions aboutissent aussi au fait que le rapport de force est en train de changer. Enfin, je touche du bois, je trouve que ça va un peu mieux, et il faut le noter. Je n'oublie pas, en vous parlant de cela, la situation de Soumaïla Cissé, néanmoins, qui est le grand leader de l'opposition au Mali, et qui est toujours enlevé depuis maintenant plus de 2 mois, avril-mai, oui, plus de 2 mois, alors qu'il était en campagne dans sa circonscription, et nous avons joint nos appels aux autorités maliennes pour obtenir sa libération. Je vais dire quelques mots sur la Libye, où alors là, je reste très, très pessimiste. Les combats se poursuivent. Il y avait eu un accord à Berlin, c'était au mois de janvier. Et à Berlin, il y avait un accord assez général, en présence de tout le monde, que ce soit Mike Pompeo, que ce soit le président Sisi, que ce soit le président Erdogan, que ce soit la chancelière, le président Macron. Je ne vais pas énumérer tous les participants, mais, le président algérien. Et finalement, on avait trouvé un accord et une feuille de route qui supposait la trêve, la transformation de la trêve en cessez-le-feu, le processus de dialogue interlibyen et un dispositif économique permettant d'éviter que le pétrole soit bloqué et que les richesses propres de la Libye ne soient dirigées que vers tel ou tel groupe, et puis entraînant aussi la mise en œuvre par l'Union européenne d'un mécanisme pour lutter pour permettre l'embargo sur les armes. Tout ça faisait partie d'un ensemble qui a été acté par tout le monde, mais ça ne s'est pas mis en place. Et quand je disais tout à l'heure, pendant la pandémie, les crises continuent, là, la crise s'aggrave, puisque nous sommes, je n'ai pas peur du mot, devant une syrianisation de la Libye, aujourd'hui. Avec les initiatives, je ne vais pas porter de jugement sur les uns sur les autres, mais en tout cas, syrianisation, pourquoi? Parce que le gouvernement d'ordre national est appuyé par la Turquie, qui importe sur le territoire libyen des combattants syriens, qui sont en nombre significatif. Quand je dis en nombre significatif, c'est plusieurs milliers. Et d'un autre côté, côté Haftar, dans une moindre mesure parce que les forces sont moins importantes, mais la présence de la Russie, qui importe aussi des combattants syriens, mais pas les mêmes. Et donc, voilà la confrontation devant laquelle nous sommes, avec, comment dire, le côté insupportable du fait que M. Rassam Salamé, qui était le mandataire du secrétaire général des Nations Unies, qui provoquait les réunions, qui concertait avec tout le monde, a dû, pour des raisons personnelles, arrêter sa fonction et qui n'est toujours pas remplacé. Et ça fait quand même... Non, ça fait 3 mois que ça dure. Moins, non, 3 mois. Et il fallait le catalyseur de l'accord de Berlin. Donc, nous parlons, le président de la République et moi-même, nous parlons, y compris pendant cette période, avec tout le monde, pour essayer d'en revenir aux fondamentaux de Berlin. Ce qui veut dire un accord de cessez-le-feu. La seule chose qui a marché, c'est la réunion, ce qu'on appelle le comité militaire 5+5, je rentre un peu dans la technique, qui regroupait 5 militaires côté Haftar, 5 militaires côté gouvernement, côté Gênes, pour se mettre d'accord sur les conditions d'un cessez-le-feu. C'est déjà pas mal. Ils se sont mis d'accord le 23 février dernier.
Sauf que après, personne, c'est les militaires, mais les autres ne mettent pas en œuvre cet accord. Mais il faut commencer par cela, plus le déblocage des terminaux pétroliers et le dialogue interlibyen. Tout cela est assez compliqué et je vais me rendre mon premier déplacement, parce que je vais pouvoir me déplacer à partir de la semaine prochaine, et d'aller en Italie pour m'entretenir avec les Italiens de cette évolution. On ne peut pas imaginer une situation de conflictualité de ce type, une syrianisation à 200 km des côtes européennes. Donc je pense qu'il importe que les uns et les autres, nous puissions agir auprès des uns et des autres pour qu'on se remette dans le cycle positif. Nous discutons aussi avec les Algériens, nous discutons aussi avec les Égyptiens. Je l'ai fait encore hier sur ce sujet-là. Nous parlons avec les autorités et de Misrata et de l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. Et nous essayons avec les autres Européens d'agir en ce sens, mais c'est une situation qui est quand même aujourd'hui très préoccupante. Je terminerai, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, par... Non, je ferai référence à la situation au Proche-Orient et je terminerai par l'Irak. Sur le Proche-Orient, bon, vous le savez, après une longue phase d'incertitude politique qui datait de décembre 2018, il y a eu 3 élections législatives en un an en Israël. Ce processus-là vient de se terminer avec un accord politique de différentes forces. Et le Premier ministre, M. Netanyahou, qui va donner sa place à M. Gantz dans 2 ans, 2 ans et demi, 18 mois. Donc un accord de ce type. Mais vous ne vous a pas échappé que il y a aussi une menace d'annexion partielle de la Cisjordanie, puisque une partie de l'accord politique a intégré cette opportunité qui a été reprise par le Premier ministre Netanyahou dans son discours d'introduction qui a eu lieu, pas dimanche dernier, mais dimanche avant. Nous avons indiqué avec une grande partie de nos partenaires européens que si de telles mesures étaient mises en œuvre, elles ne pourraient pas rester sans conséquences sur les relations de l'Union européenne avec Israël. Et nous disons, nous, on l'a évoqué tout à l'heure, que ce serait aussi une violation de l'un des principes fondamentaux du droit international, que ce serait aussi une remise en cause de manière là irréversible de la solution des 2 États. On a eu le temps d'évoquer tout cela ici il y a quelque temps, donc je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, mais j'ai eu l'occasion de dire hier à l'Assemblée nationale que si d'aventure des initiatives de ce type étaient prises, elles ne pourraient pas rester sans réponse. Je n'en dis pas plus. Mais je reste sur les fondamentaux. Les fondamentaux pour la France, c'est le fait qu'il y ait un cadre, c'est le droit international, et la France ne reconnaîtra aucune modification des lignes de 1967, sauf celle agréée entre les parties par la négociation. Il y a une méthode, c'est précisément la négociation entre les 2 parties au conflit, et donc il importe de rouvrir la négociation avec les autorités palestiniennes, et l'objectif, ce sont 2 États viables, vivant dans la paix et la sécurité au sein de frontières sûres et reconnues, et ayant chacun Jérusalem pour capitale, sont les principes que nous avons toujours tenus. Nous avons des relations positives avec Israël. Je vais m'entretenir avec mon nouveau collègue pendant le week-end. Nous avons aussi des relations très, très positives avec l'autorité palestinienne. C'est sur ces bases-là que, à mon avis, nous devons agir. Et pour cela, nous le faisons dans 3 directions avec nos principaux partenaires européens, avec des messages dissuasifs et coordonnés que nous menons en ce moment de manière très active. Et nous avons aussi des relations très étroites avec les États arabes, dits États arabes modérés, je pense en particulier à la Jordanie, et aussi à l'Égypte, et aussi à l'Arabie saoudite, qui a été à l'origine de l'initiative de paix arabe de 2002, mais cette initiative de 2002 avait des éléments très positifs que l'on peut peut-être reprendre. En tout cas, nous sommes dans cette logique-là. Enfin, sur l'Irak, qui doit faire face à de nombreux défis, à la fois la crise sanitaire, même si l'ampleur semble aujourd'hui relativement contenue. L'Irak doit faire face à une crise économique avec l'effondrement du prix du pétrole, dont ce pays est très dépendant. L'Irak doit faire face à des tensions entre les États-Unis et l'Iran, dont l'Irak est prisonnière, d'une certaine manière.
L'Irak doit faire face à une crise interne après des mois de manifestations. L'Irak doit faire face à la poursuite de la lutte contre Daesh qui n'est pas terminée, comme le montrent les attaques des derniers jours. Mais Daesh profite de la situation. Il y a eu des attentats récents. Daesh lance des attaques, en particulier dans les provinces de Diyalaya et de Salahdin, proches de sites pétroliers, des attaques faisant des morts dans la mobilisation populaire, mais aussi dans les forces de sécurité irakiennes. Il y a enfin un nouveau gouvernement, celui de M. Kadhimi, qui a été formé très récemment, qui présente une opportunité pour l'Irak. Le président de la République s'est entretenu avec lui ce week-end et il lui a fait part de détermination à travailler avec son gouvernement pour contribuer à la stabilité de l'Irak dans le plein respect de sa souveraineté. Et dans ce cadre-là, notre priorité, c'est d'affirmer la souveraineté de l'Irak, faire en sorte que ce gouvernement puisse vraiment être inclusif dans la diversité des composantes irakiennes. Vous connaissez bien le sujet, Monsieur le Président, parce que vous m'avez accompagné une fois dans ce pays. Et faire en sorte aussi que, pendant ce temps, nous puissions poursuivre le combat contre Daesh, parce qu'il n'est pas achevé. Il n'est pas achevé parce que Daesh est toujours là, et parce qu'il y a Daesh clandestin, et parce que les attentats se poursuivent, et se poursuivent d'autant plus facilement que tout le monde a les yeux fixés sur d'autres sujets qui sont très préoccupants, qui sont les sujets de la pandémie. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, quelques propos d'ouverture, même si j'étais un petit peu long, mais je suis toujours un peu, mais il y a tellement de sujets que j'ai parfois du mal à être bref, et je n'ai effleuré qu'une partie des sujets. Merci, Monsieur le Ministre, de ce tour d'horizon. Effectivement, le nombre de crises est tel que ça a nécessité quelques développements. J'en viens tout de suite et sans plus attendre aux orateurs des groupes. Je rappelle pour nos collègues qui n'appartiennent pas au bureau que la liste des orateurs tient compte de des nouvelles dispositions qui étaient arrêtées au sein du bureau qui permettent de pondérer les prises de parole en fonction de la représentativité de chaque groupe. La parole est maintenant, s'il m'entend et s'il allume son micro et sa caméra, à Robert Del Picchia pour le groupe Les Républicains. Oui, Monsieur le Président, je vous entends très bien et je vous vois bien. Monsieur le Ministre, alors, le Président a fait une bonne synthèse au début sur les différents problèmes. Je voudrais revenir sur un autre point. C'est une nouvelle dénonciation d'un accord international du président américain. Alors, M. Trump nous a habitués, l'OMS, l'Iran, les tweets, etc. Chaque fois, il y a une annonce. Et là, il y a l'annonce de Open Sky, ciel ouvert. Et ça nous préoccupe parce que je crois que c'est quelque chose qui est dangereux, qui a eu du mal à se mettre en place. Maintenant, il va falloir que les Russes suivent. Est-ce qu'ils vont respecter leurs obligations? Si ce n'est pas le cas, qu'en est-il de ciel ouvert? Alors, est-ce que, on connaît la position de la France, c'est celle des Européens, on a regretté, bien sûr, le secrétaire général de l'OTAN a lancé un appel aux Russes, mais moi je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord? Et puis, que veulent les Américains? Que veut le président Trump en dénonçant cet accord? Deuxième question, très rapidement, en Amérique du Sud, bon, c'est pas comme en Afrique que le Covid-19 se développe, au Brésil en particulier, la situation est grave et délicate. Et puis, il y a un pays, en Amérique latine, qui a, en plus de ces problèmes, qui a des problèmes politiques et de violence même, c'est le Venezuela. Alors, quelle est notre position et qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Je vous remercie de vos réponses, Monsieur le Ministre. Merci, Robert. Maintenant, pour le groupe socialiste et républicain, Marie-Françoise Pérol-Dumont, qui allume son micro et sa caméra. Voilà. Ne veut pas suivre. C'est bien, on t'entend et on te voit. Merci, Président. Monsieur le Ministre, vous nous avez dressé un tableau extrêmement complet, extrêmement dense. Je voudrais revenir sur quelques points que vous n'avez pas abordés ou sur lesquels j'aimerais avoir quelques précisions. Vous nous avez dit que personne ne pouvait anticiper la crise sanitaire dans son ampleur. Pour autant, si le Covid-19 a pris une grande partie de l'humanité par surprise, les services de renseignement mondiaux avaient alerté sur cette épidémie. Ils ont cependant été largement, comment dirais-je, ignorés, ou du moins peu écoutés. À telle enseigne que d'anciens hauts responsables de la DGSE
souligne qu'il n'y a pas eu de défaillance de la part des services extérieurs français, mais bien plutôt, je cite, un problème de définition et de prévoyance des politiques. Les services auraient donc fait leur travail, mais leurs analyses et leurs alertes n'auraient pas été suivies d'effet. Ne pensez-vous pas, Monsieur le ministre, que comme les attentats du 11 septembre avaient profondément modifié notre appréhension du risque terroriste, cette pandémie doit modifier notre appréhension du risque sanitaire et on ne peut pas occulter le risque que les deux soient liés. Comment envisagez-vous d'intégrer, Monsieur le ministre, cette préoccupation à l'avenir? Ma deuxième question porte sur les tensions entre Paris et Pékin autour de Taïwan et aussi un petit peu avec Hong Kong. Alors que la Chine tente plus que jamais d'étendre son empire sur Taïwan et Hong Kong, la Chine, il y a 15 jours, a demandé à la France d'annuler un contrat d'armement avec le gouvernement indépendant de Taipei, des tensions qui très certainement s'inscrivent dans la lignée de la convocation de l'ambassadeur de Chine à Paris après ses propos sur le coronavirus. Quel rôle peut jouer notre pays? Ne pensez-vous pas, Monsieur le ministre, qu'il serait utile, en termes, j'allais dire, stratégiques, que nous soutenions à minima tant Hong Kong que Taïwan quand on voit les ambitions hégémoniques des Chinois en mer de Chine? Ma question suivante, vous en avez parlé un petit peu, mais vous n'avez pas développé complètement, elle porte sur le processus d'annexion éventuelle de la Cisjordanie. Vous nous aviez dit, vous avez redit qu'avec un certain nombre de pays, vous aviez annoncé des ripostes éventuelles. Quelle forme pourrait prendre cette riposte? Je dirais, pour faire court, quel véritable poids les Européens peuvent avoir dans ce conflit? Un point qui n'a pas été abordé non plus, Monsieur le ministre, mais vous aviez beaucoup de choses à nous dire, c'est la situation en Russie. La situation sanitaire, économique en Russie n'est pas bonne, elle est même dramatique, disent certains observateurs. La situation sociale est préoccupante. Quel impact cette dégradation sur le plan intérieur peut-elle avoir, selon vous, sur la stratégie russe à l'échelle internationale, notamment sur les théâtres d'opérations syriens et libyens? Pensez-vous par ailleurs que la Russie renforcera d'autant plus son influence et sa présence en Méditerranée orientale, avec quel risque pour les équilibres régionaux? Enfin, le dernier point, pour être bref, Monsieur le ministre, et il n'est pas du tout géopolitique, mais plusieurs de mes collègues tenaient à ce que je vous en parle, c'est la situation d'autocaristes français, comment ça s'appelle, des personnes qui ont des camping-cars et qui sont au Maroc. Ce sont en général des retraités qui n'ont pas nécessairement de très gros pouvoir d'achat, qui sont bloqués là-bas et qui se demandent encore comment ils vont revenir. Je sais que certains n'ont pas été raisonnables au début de la pandémie, mais que comptez-vous faire pour eux? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci Marie-Françoise. Maintenant, au nom du groupe Union centriste, Olivier Cigolotti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, 3 points rapidement. Notre président l'a dit, effectivement, pendant que le monde compte les morts du coronavirus, les crises ne cessent d'augmenter à travers le monde. Vous avez parfaitement résumé la situation en Libye, notamment en rappelant la conférence internationale de Berlin, qui prévoyait effectivement un embargo sur les armes. Or, en réalité, ces dernières affluent de toutes parts. Et ce, selon un récent rapport de l'ONU, des avions de chasse russes viennent en soutien au général Haftar dans l'est de la Libye. Des sociétés de sécurité émiraties tentent d'empêcher les navires turcs d'acheminer des armes pour le gouvernement d'union nationale. Sans revenir dans le détail, pensez-vous, Monsieur le ministre, qu'une résolution du conflit libyen soit encore possible, et à quelque niveau que ce soit? Est-ce que la concertation avec les autres pays membres de l'Union européenne est encore possible pour essayer d'atténuer la situation en Libye? Deuxième point concerne la Chine, et notamment le double jeu des autorités chinoises qui persistent dans des postures ambiguës. Double jeu en Birmanie. Pékin entretient des relations à la fois avec le gouvernement birman et avec les groupes rebelles. Double jeu en Corée du Nord. Double jeu au niveau de la pandémie. Pékin envoie des tonnes de matériel humanitaire dans le monde entier. Et en même temps, Pékin formule de vives critiques et réplique ouvertement à certaines démocraties occidentales. Monsieur le ministre, cette stratégie des plus ambiguës n'est-elle pas destinée à conquérir de nouveaux pays amis, à les rendre dépendants effectivement d'aide chinoise sur la scène internationale, à la veille d'une nouvelle guerre froide avec les États-Unis? Quelle stratégie l'Europe doit-elle développer? Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, s'inquiète lui-même de l'assurance que prend la Chine et de sa montée en puissance. Merci de vos réponses.
Merci Olivier. Deuxième intervenant pour les Républicains, Bruno Sido. Monsieur le ministre, cette audition est l'occasion de poursuivre notre mission de contrôle de l'action du gouvernement, mission à laquelle d'ailleurs le président du Sénat tient particulièrement, tout comme notre groupe. Ces 3 derniers mois, les agendas diplomatiques ont été dédiés à la lutte contre le Covid-19 et à ses conséquences économiques. Force est de constater que les problématiques relatives au terrorisme, à la prolifération des armes, aux drogues et aux trafics humains n'ont pas disparu. Or, l'Union européenne fait face à un nouveau double défi, à savoir résister sanitairement, en plus de relancer son économie et remettre ses finances en bon ordre, mais cela ne doit pas faire oublier la réalité des équilibres mondiaux, d'où mes questions. La première, c'est comment se positionne l'Union européenne sur la scène diplomatique à l'heure de la lutte pour le leadership mondial et la sempiternelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui fait fi de tout ce qui incarne le multilatéralisme. Peser dans le concert des nations est encore une ambition européenne où la réalité des difficultés structurelles de l'Union a-t-elle eu raison de cette volonté? C'était ma deuxième question. Plus précisément, en Europe, depuis bientôt 4 ans, nous devons traiter et négocier un Brexit qui n'en finit plus et dont la complexité est telle que nous nous focalisons principalement sur des modalités commerciales. D'où la troisième question, où, outre le volet économique négocié via Bruxelles, et grâce au travail tout à fait remarquable d'ailleurs de Michel Barnier, et le cadre de défense instauré par les accords de Lancaster House, quel est l'agenda et le cadre de nos futures relations avec le Royaume-Uni? Sur le volet de la défense et diplomatique, la France ne perd-elle pas un allié dans sa vision de défense et de sécurité en Europe? Et en particulier, au moment où, au niveau européen, certains pays demandent que l'Union européenne ait un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Et enfin, où en sommes-nous sur le volet migratoire, notamment dans les négociations avec la Turquie, alors que l'accord est arrivé à son terme, sachant que depuis la crise du Covid-19 s'y ajoute désormais maintenant un volet sanitaire. Je vous remercie. Merci Bruno. Pour le groupe La République En Marche, Bernard Cazeau. Monsieur le ministre, merci de tout ce que vous avez évoqué dans le cadre de la pandémie. Je voudrais poser 2 questions. Une plus particulièrement liée à votre évocation de la pandémie dans le monde, et l'autre plus liée peut-être au problème du Moyen-Orient. Dans le cadre de cette flambée pandémique, on n'a pas parlé du problème du Brésil, et particulièrement du dilettantisme dont fait preuve M. Bolsonaro, qui entraîne une flambée épidémique formidable dans ce pays, touchant particulièrement d'ailleurs les populations défavorisées. Et ceci a une répercussion sur un de nos territoires d'outre-mer, la Guyane, puisqu'on assiste à une reprise épidémique très importante dans ce territoire, notamment dans la partie limitrophe brésilienne, du fait des réfugiés brésiliens en grand nombre qui fuient le nord-est, qui est assez peu protégé du fait de cette politique liée à la politique de M. Bolsonaro. Alors je voudrais savoir si y a-t-il une intervention possible de la France sur cette affaire, et surtout sur cette porosité du territoire brésilien vis-à-vis du territoire de notre territoire d'outre-mer qui est la Guyane. C'est la première question. La deuxième est plutôt liée à une évocation que vous avez détaillée, celle de l'Irak. C'est un pays auquel je m'intéresse particulièrement, comme vous le savez. C'est vrai qu'après 5 mois de crise politique, l'Irak s'est doté d'un nouveau Premier ministre, M. Al-Kadhimi. Il paraît qu'il entretient de bonnes relations, à la fois des relations cordiales avec les 2 protagonistes faiseurs de roi, les États-Unis et l'Iran. Quoi qu'il en soit, les finances du pays sont exsangues, vous l'avez dit.
Le pays est pratiquement en faillite. Les fonctionnaires ne sont plus payés, ou pratiquement pas. L'administration fonctionne de ce fait au ralenti, du fait de ce pétrole à moins de $20. Mais vous savez que 90%, ou plus de 90% d'ailleurs de la richesse des finances irakiennes viennent du pétrole. Les Kurdes, les relations avec les Kurdes redeviennent conflictuelles, du fait aussi encore du partage de ce pétrole. Les manifestations sont encore très actives, vous l'avez dit, sur la place Tahrir à Bagdad. Et pour couronner tout ça, ils sont confrontés, comme nous, même si c'est moins important, semble-t-il, au Covid-19 et au problème, comme vous l'avez dit, de Daesh. Alors, bien sûr, vous nous dites la souveraineté de l'Irak, nous l'affirmons. Certes, nous affirmons la souveraineté de l'Irak, mais comment voyez-vous l'avenir de l'Irak à court et moyen terme? Est-ce que la France ne pourrait pas, du fait de justement de cette recrudescence du phénomène Daesh, intervenir plus efficacement? Je vous remercie. Merci Bernard. En direct de Marseille pour le Rassemblement démocratique social européen, c'est Jean-Noël Guérini. Bonjour Président. Bonjour Monsieur le Ministre. 3 questions sans essayer de me répéter par rapport à mes collègues. La crise sanitaire a paradoxalement rapproché Paris et Berlin. La Commission a engagé un arbitrage entre la proposition, et vous l'avez indiqué, de relance formulée par le président de la République et Mme Merkel, qui a provoqué l'opposition de 4 pays que l'on appelle frugaux, si vous le permettez, l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède. Ma question mêle diplomatie et économie. Ne va-t-on pas assister à un approfondissement de la fracture nord-sud dans la zone euro? Et la volonté annoncée de relocaliser certaines productions n'avantagera-t-elle pas certains pays? Ma deuxième question, Monsieur le Ministre, pouvez-vous aujourd'hui nous donner des informations sur la situation de Romain Nadal, notre ambassadeur de France au Venezuela? Quelles démarches ont-elles été engagées pour mettre fin à un confinement inacceptable du représentant de la République dans ce pays plongé dans une crise profonde? Et enfin, depuis bientôt 1 an, Farida Abdelkad, chercheuse franco-iranienne, est emprisonnée en Iran. Le 16 mai dernier, elle a été condamnée à 5 ans de prison pour collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale et 1 an pour propagande contre le système politique de la République islamiste. Quels sont les blocages qui entravent sa libération au-delà de la décision de justice? Et ensuite, quelles sont aujourd'hui, Monsieur le Ministre, les relations de la France avec l'Iran dans un contexte de tensions très fortes entre Téhéran et Washington? Je vous remercie. Merci Jean-Noël. Je précise comme élément de réponse que nous aurons Romain Nadal, notre ambassadeur de France en Colombie, au Venezuela, pardon, le 10 juin en audition. Alors maintenant, pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, Christine Pruneau. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci de votre présence et de votre intervention. Moi, je voulais aborder plusieurs questions, mais je vais prendre la dimension internationale de la pandémie que vous avez développée sur le Moyen-Orient et principalement sur la Palestine. Non pas que c'est forcément notre cheval de bataille au groupe CRCE, mais figurez-vous, lors d'une audition en avril avec le directeur de recherche de l'IRSEM sur le Moyen-Orient, j'ai donc posé une question sur les conditions sanitaires en Palestine. Je n'ai eu aucune réponse. J'ai eu une réponse correcte, mais le directeur m'a précisé qu'il n'avait pas de chiffres à donner et que ce n'était pas
dans ses compétences ou par discrétion, je ne sais. Donc, je compte sur vous pour avoir un peu plus d'informations. Nous avons des chiffres, hein, quand on nous parle d'Israël, on nous donne des chiffres. Alors, est-ce que Israël considère que les chiffres de Cisjordanie font déjà partie du pays d'Israël? C'est à se demander, mais vous comprenez bien que nous sommes inquiets, vu déjà les conditions, pas seulement politiques, mais aussi de pauvreté dans lesquelles vit Gaza principalement, mais aussi la Cisjordanie. Donc, je vais vous reposer les questions en fait, que je lui avais posées au moins en partie. C'était est-ce que la France participe à pas des ponts aériens, je sais que c'est impossible, mais à des couloirs sanitaires, c'est-à-dire au moins que les Gazaouis ou les Cisjordaniens puissent aller se faire soigner dans certains hôpitaux en Israël, puisqu'ils n'ont pas toutes les structures sur place, mais comme ils n'ont pas des droits de circulation, vous savez que c'est à compte-gouttes, donc maintenant je pense que c'est pire vu le contexte politique. Pouvez-vous me dire comment ça se passe et si nous avons une influence au moins médicale, puisque les ONG aussi sont très réduites dans leur mouvement. Donc, avez-vous des précisions sur la situation sanitaire en Palestine? Et puis, j'aurais une deuxième question, bien sûr, mais que je trouve qu'on n'a pas assez de temps pour développer cette question-là. J'espère qu'on aura un débat futur comme vous nous l'aviez proposé et vous l'aviez fait il y a quelques temps. Vous avez apprécié. C'est par rapport au plan Trump, au fameux plan dit de paix qui devrait être voté et présenté au vote le 1er juillet. Je crois qu'il nous manquons de temps pour être vraiment réactifs aussi, nous parlementaires, parce que là, vous ne parlez plus d'indignation, monsieur le ministre, et j'en suis fort aise, mais vous parlez de riposte, mais nous ne savons pas quoi. Déjà, moi, je l'avais demandé, le groupe l'avait demandé, et ici aussi, quelle que soit la couleur politique, la fin du blocus, déjà. Ça, c'est ce qu'il y aurait de plus facile à faire, quelle que soit notre influence. Je ne sais où on en est maintenant sur ce sujet-là, mais au niveau sanitaire, stopper, arrêter le blocus en Palestine serait quand même ce qu'il y aurait de plus, c'est de bon sens pour moi. Enfin, je ne vois pas pourquoi on n'aborderait pas ce thème de suite avant même de parler de riposte. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que j'aurais aimé développer ce dernier point plus largement, mais je sais qu'on arrivera à le faire. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Christine. Alors enfin, au titre des groupes, pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires, Jean-Louis Lagourgue. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a quelques semaines, comme beaucoup de nos compatriotes, j'ai été quelque peu perturbé en entendant les propos tenus par l'un des dirigeants d'un laboratoire pharmaceutique français concernant la primeur qui sera réservée aux États-Unis en cas de découverte d'un vaccin contre le coronavirus. Évidemment, je peux comprendre qu'il faut des financements pour accélérer la recherche. Et à ce titre, les États-Unis ont certainement apporté une contribution non négligeable. Toutefois, face à cette crise sanitaire sans précédent, qui à ce jour a touché près de 6 millions de personnes et fait près de 300 000 morts, je reste persuadé que c'est notre esprit de solidarité internationale qui doit l'emporter sur les intérêts mercantiles. Je voudrais donc, Monsieur le Ministre, connaître votre point de vue sur ce sujet et plus globalement savoir quelle est la stratégie de la France en matière de collaboration médicale avec les autres pays du monde pour éradiquer ce virus. Vous avez répondu en partie. Quid également de la position de nos voisins dans le cadre de cette coopération européenne annoncée par le président de la République? Est-on aujourd'hui réellement dans une logique de partage des savoir-faire et des compétences au profit du plus grand nombre, ou sommes-nous plutôt dans une démarche de chacun pour soi? Enfin, Monsieur le Ministre, notre collègue Robert Laoufoulou, sénateur de Wallis, qui est bloqué en quatorzaine obligatoire à bord de navires au large de Wallis, me demande de vous soumettre 2 points qui le préoccupent. Le premier concerne le blocage à Fidji depuis plus de 2 mois de quelques personnes originaires de Wallis et Futuna et qui, bien sûr, demandent leur rapatriement. Ils souhaiteraient connaître les raisons pour lesquelles ils sont toujours bloqués et les actions de vos services pour faire avancer leur situation. Ils s'inquiètent par ailleurs de la situation au Vanuatu suite au cyclone Harold qui a ravagé cet archipel. L'île de Santo, la plus francophone du Vanuatu, a été très lourdement touchée. Et le maire de la capitale de cette île a demandé l'aide de l'ambassade de France
qui ne peut répondre faute de moyens. Le sénateur Laoufoulou souhaiterait donc que notre pays fasse un geste pour la reconstruction de la mairie qui a été construite par la France avant l'indépendance et dont la Chine voudrait financer la réhabilitation, ce qui symboliquement serait regrettable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Jean-Louis. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre aux intervenants des groupes. Je vais essayer, Monsieur le Président, mais il y a de quoi refaire toute l'histoire du monde. Je sais. Et donc, il passait peut-être une partie de la nuit. Il faut que vous veniez plus souvent. Mais si vous me permettez, je vais juste faire une observation pour Monsieur Lagourgue, puisqu'il vient de me poser des problèmes très ponctuels. D'abord, s'il m'entend bien, sur le coronavirus et la lutte contre le coronavirus, sur le vaccin et le traitement, moi, je crois avoir tout dit. J'ai passé, je crois, un quart d'heure à vous exposer, je crois, la stratégie que nous avons. C'est une stratégie à la fois française et européenne, mobilisatrice en termes de financement. C'est une stratégie aussi au sein de l'OMS. Et dans ce cadre-là, les déclarations d'un responsable de Sanofi, d'abord, les responsables sont revenus dessus. Et en plus, c'est une manière de répondre globalement, et je crois positivement, sur la nécessité de considérer que les vaccins, les traitements doivent être pris en compte comme bien commun mondial, bien commun de l'humanité et considérés comme tels par l'ensemble des pays. C'est la résolution qui a été prise à l'OMS au début de ce mois et il faudra la mettre en œuvre. Ça veut dire des engagements précis des acteurs. Bon, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y avait l'essentiel de notre stratégie à cet égard. Je suis au courant de la situation de blocage de quelques-uns de nos compatriotes aux îles Fidji. On les suit de près. Techniquement, le centre de crise est bien informé de ça. J'espère qu'on va trouver une solution qui n'est pas simple, parce qu'il y a aussi les mesures de... Vous savez, je le dis à tout le monde ici, on a permis le retour de 186 000 de nos ressortissants. Ceux-là font partie des îles Fidji, ce seraient des supplémentaires. Il y a encore quelques personnes, quelques cas isolés. Je ne parle pas des camping-carrés sur lesquels je vais revenir, mais c'est toujours très difficile parce que quand les pays sont très loin, qu'ils ont fermé leurs frontières et que les pays voisins ont aussi fermé leurs frontières, qu'il n'y a plus d'espace aérien ouvert, c'est pas simple. Et donc on a été confronté à des cas très compliqués et sur celui-là, pour l'instant, on n'a pas encore la solution, mais je suis convaincu qu'en relation d'ailleurs avec des pays voisins, on pourra la trouver. Et sur le Vanuatu, je suis bien au courant aussi de la situation, des prétentions chinoises. Ça nous ramène à un autre débat sur ce territoire et nous sommes très très vigilants pour qu'il puisse y avoir les moyens nécessaires après cet ouragan. Voilà pour M. Lagourgue, j'ai commencé dans le sens inverse, mais comme c'était des points précis, je me permettais d'y répondre là. Sur M. Del Picchia, sur le fait que les États-Unis ont renoncé au traité, dit traité ciel ouvert, c'est à la fois désolant et désarmant, si je peux me permettre cette expression, parce que c'est le troisième accord de non-prolifération et le troisième accord de désarmement dont l'administration américaine annonce vouloir se retirer, alors que ce traité existait depuis, il a été signé en 1992 à Helsinki, il a été rentré en vigueur beaucoup plus tard, en 2002. Le prétexte, c'est que la Russie aurait eu une gestion un peu particulière de ce traité, en particulier au-dessus de l'enclave de Kaliningrad. Ça ne nous semble pas aussi fort que cela, même si on peut être vigilant sur l'application du traité. Nous sommes 35 États dans ce traité. Et donc nous restons partis à ce traité. Mais il faut qu'on analyse avec nos partenaires européens l'impact du retrait des États-Unis, comment la Russie va bouger, mais elle déclare pour l'instant ne pas vouloir se retirer. Ça nous ramène à un constat que je fais ici depuis déjà plusieurs mois, le fait que les outils du multilatéralisme et singulièrement les outils liés de la fin des accords de la fin du siècle dernier sur le désarmement sont en train de se
défaire progressivement avec le retrait d'un des partenaires, ce qui nous amène à notre propre responsabilité de la sécurité européenne. En tout cas, pour notre part, la France n'a pas l'intention de quitter cet accord. Vous m'avez interrogé, voilà pour le ciel ouvert. C'est passé un peu inaperçu, mais vous avez raison de le souligner. Hein. Parce que dans le mouvement, autant sur le retrait du GCPOA et du FNI, ça fait beaucoup de bruit. Là, pas du tout, alors que c'est tout à fait regrettable. C'était des mesures de confiance mutuelle au niveau de la sécurité du ciel. Sur le Brésil et le Venezuela, du coup, je vais répondre en même temps à d'autres questions, M. Cazot, puis une autre question sur le Venezuela, sur M. Nadal. Nous avons sur le Brésil une préoccupation parce que la manière de gérer la pandémie est particulière, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, spécifique. C'est de la gestion des autorités brésiliennes, donc moi je n'ai pas à prendre position sur la manière dont M. Bolsonaro estime devoir gérer cette crise. Il n'empêche que nous sommes soucieux de voir la progression du nombre de victimes et la rapidité de progression du virus. Et j'ai entendu... Je le dis avec modération puisque je suis en audition publique, mais je crois qu'il fut un temps, on comparait les gestions dites démocratiques de la crise et les gestions dites populistes de la crise. Je ne sais pas si c'est ici ou dans les médias. J'observe que le président Trump vient de fermer ses frontières à l'égard du Brésil. Donc je laisse cette constatation à notre réflexion intellectuelle commune sur quel est le meilleur moyen de lutter contre quel est le meilleur moyen de mobiliser des mesures pour lutter contre l'épidémie, la pandémie. Je constate que lorsqu'il y a la transparence et la confiance, comme ça s'est passé en France, on disait à un moment donné, jamais les Français ne seront capables de faire comme les Chinois à Wuhan. Rappelez-vous, au mois de janvier, on constatait la manière dont c'était passé à Wuhan et comment plusieurs millions de Chinois s'étaient confinés. À ce moment-là, je lisais des papiers comme quoi, mais jamais en France ce sera possible. Bah si, par la mobilisation commune, la transparence et le respect du droit. Parce que pendant tout ce temps-là, le droit a été respecté, l'Assemblée nationale a fonctionné, le Sénat a fonctionné, et la presse était libre. Et nous avons pu être à ce rendez-vous-là. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudra faire les comparaisons finales sur la meilleure manière de lutter en termes politiques contre cette pandémie. Nous sommes préoccupés de cette situation, mais nous avons, je le dis, je suis un peu long dans la réponse à M. Delpicchia, mais je réponds à d'autres en même temps. Nous avons une collaboration avec certains États fédérés pour les aider dans la lutte contre cette pandémie. Et nous apportons aussi notre soutien aux autorités sanitaires du pays, y compris dans une très grande vigilance à l'égard de la Guyane. Oui, monsieur le ministre, ma question était surtout centrée là-dessus. La porosité de la frontière fait qu'il y a une recrudescence très importante, d'après le sénateur du secteur, sur la Guyane. Tout à fait. Donc, nous sommes très préoccupés de la situation. La ministre des Outre-mer a évoqué cette question ce matin même au Conseil des ministres. Nous sommes très vigilants sur cette situation en Guyane, bien sûr. Bien sûr. C'est là la plus grande difficulté avec Mayotte dans les territoires, dans les dom-toms. Sur la situation au Venezuela, où la crise pandémique s'ajoute à la crise politique et à la crise migratoire, nous avons tenu hier une conférence de financement pour les réfugiés et les migrants vénézuéliens qui a été organisée par l'Espagne. La France y a contribué. C'était une visioconférence qui montre la mobilisation qui existe autour de ces réfugiés, singulièrement dans les pays voisins, qui les accueillent. Donc cette aide sera assez significative en appui du HCR et de l'OIM pour qu'elle puisse parvenir
y compris à l'intérieur du territoire vénézuélien. Aujourd'hui, la situation politique ne change pas. Il y a eu un épisode un peu compliqué avec l'opération dite Gédéon, où il y a eu une tentative de coup d'État pour renverser le président Maduro. C'était une opération qui semblerait avoir été organisée par un ancien marine américain, mais on ne peut pas être certain de tous les éléments qui ont contribué à cette tentative de renversement, mais en tout cas pour aujourd'hui, nous sommes tout à fait décidés à poursuivre nos actions pour permettre une sortie politique de cette crise. L'Europe, sous la responsabilité du haut représentant, organise ce qu'on appelle le groupe de contact avec plusieurs pays d'Amérique du Sud pour essayer d'aboutir à une solution politique et à des élections libres. Mais c'est aujourd'hui difficile et les solutions de compromis ne sont pas très avancées à l'heure actuelle. Et pour faire écho à ce que vous indiquiez concernant notre ambassadeur à Caracas, j'ai été amené à plusieurs reprises à convoquer l'ambassadeur du Venezuela à Paris pour lui faire part de mes observations. Je n'en dirai pas plus. Voilà pour M. Del Picchia. Madame Pérol-Dumont, moi je ne suis pas d'accord avec vous sur tout le scénario autour des services secrets et de l'agenda que vous évoquez. Je m'en tiens aux faits qui sont portés à ma connaissance et non pas aux supputations qui sont portées à la connaissance d'autres. Les faits qui sont portés à ma connaissance, c'est le 31 décembre, et il y a eu une première référence à l'hypothèse d'un cas de cette épidémie, à l'époque on appelait épidémie, à Wuhan. Et il y a eu un article de presse dans la presse taïwanaise le 2 janvier sur un autre cas. Mais à l'époque, personne n'imaginait que c'était 2 cas qui allaient précipiter cette pandémie. Puis, les autorités chinoises ont fait une déclaration publique mi-janvier pour faire valoir la gravité d'une situation qui a abouti à ce que nous puissions prendre des initiatives pour évacuer nos ressortissants de Wuhan. La déclaration des autorités chinoises, c'est au mi-janvier. Le confinement à Wuhan, c'est le 23 janvier. Et à ce moment-là, nous avons organisé des retours de nos ressortissants par 2 vols, dont j'assume totalement la responsabilité. Et je crois qu'en plus, nous avons confiné nos ressortissants dans le sud de la France pendant 15 jours. Et ensuite, ils ont pu retourner à leur domicile. C'était aussi l'observation que M. Gigoletti avait sollicité sur avoir cette information. Je la lui donne. Et donc, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et pour ma part, aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres faits qui nous permettraient de dire autre chose. Mais si quelqu'un en a scientifiquement appuyé, qu'il le dise. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, je n'ai pas d'autres éléments à dire. Voilà pour cette audition de Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Devant les sénateurs, il a dressé le bilan de la situation internationale de l'épidémie de coronavirus. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Pour rester informé sur cette crise sanitaire, n'hésitez pas à aller sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur Public Sénat.